Bonjour, je m'appelle Frédéric Smet, je suis vétérinaire à l'Arcia et je suis content de pouvoir vous parler aujourd'hui du post-sevrage. Pourquoi avoir choisi comme sujet le post-sevrage pour ce webinaire sur le thème « Comment peut-on réduire l'utilisation d'antibiotiques dans la filière porcine ?» Parce que le post-sevrage est la clé de voûte de la démédication. La démédication, c'est un terme fréquemment utilisé chez nos voisins les Français et je trouve qu'il parle de lui-même. Mercredi passé, lors de la première séance du webinaire, vous avez pu voir que le post-sevrage était problématique en termes de consommation d'antibiotiques. Antibiorésistance, avec les antibiotiques, c'est automatique. Le premier schéma, à votre gauche, nous rappelle que l'utilisation d'antibiotiques peut sélectionner des bactéries résistantes qui peuvent induire, par différentes voies, des infections, donc par ces mêmes bactéries résistantes. La solution est de moins utiliser les antibiotiques, et surtout de mieux les utiliser. Le sevrage, qu'est-ce que le sevrage? Donc c'est un moment charnière dans la vie du porcelet, c'est le moment où il est séparé de sa mère. Donc en général c'est à 3 à 4 semaines d'âge, voire 6 semaines. Cette séparation est précoce, voire brutale par rapport à ce qui se passerait dans la nature. Au sevrage, le porcelet doit faire face à de nombreux changements. Des changements environnementaux, au niveau du confort thermique, au niveau de l'alimentation, tant tant sur la forme, la composition que le mode de distribution. Au niveau social, donc séparation de la mère et de la portée, les mélanges qui surviendront, changement au niveau de l'état sanitaire et ainsi qu'au niveau des manipulations et du transport. Donc, tous ces changements vont provoquer du stress, des stress. Pour la démédication, par où commencer dans mon élevage? 3 questions que l'on peut se poser. Premièrement, faire un état des lieux. Donc analyser ses performances technico-économiques, analyser ses dépenses de santé, faire des audits sanitaires, des audits de ventilation, des contrôles nettoyage des infections et des analyses. Les analyses pour un diagnostic ou pour un état des lieux sanitaire. Deuxième question, quel est mon objectif? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux réduire mes dépenses, réduire mes dépenses de santé, réduire les antibiotiques dans le contexte de l'antibiorésistance? Est-ce que je veux respecter des règles de cahier des charges? Est-ce que je veux m'améliorer? J'ai peut-être déjà réduit mes antibiotiques, puis-je aller plus loin? Donc pour ça, il faut se fixer des objectifs raisonnables et y aller par étapes après avoir fait l'état des lieux. Donc par étapes pour ne pas prendre de risques sanitaires, pour ne pas prendre de risques économiques et pour ne pas se décourager. Dernière question à se poser, c'est comment faire pour atteindre mon objectif? Pour essayer de répondre à cette question, j'ai choisi comme approche celle initialement décrite par Thilon, l'hexagone des variables de l'écosystème porcin. Par la suite, cette approche a été reprise sous l'acronyme ALARM, où toutes les 6 variables examinées dans un troupeau pour juger d'une situation sanitaire sont A pour animal, L pour logement, A pour alimentation, abreuvement, R pour régie, donc c'est un terme canadien qui correspond à la conduite d'élevage, donc ce sont les règles et la connaissance de la conduite du troupeau, M pour microbisme, incluant maladie et les traitements, E pour éleveur, qui intègre la manière d'appliquer la conduite d'élevage et la manière de faire sur le plan général. L'utilisation de ce diagramme permet un abord méthodique et évite de surreprésenter une catégorie. Commençons par A, par animal. Donc de nombreux facteurs peuvent intervenir, comme la génétique, la productivité par truie par an, le nombre de porcelets par bande, l'âge et le poids au sevrage, le rang de portée des mères, et autre point, le comportement des porcelets. Donc il nous donne des indications sur l'état de santé, le confort, le bien-être. Par exemple, des porcelets entassés nous indiquent qu'ils ont froid, soit parce qu'ils sont peut-être fiévreux, ou soit parce que le confort thermique, le chauffage, la ventilation, n'est pas optimal. Un autre point crucial pour la suite, c'est la qualité des porcelets sevrés. Donc ceci dépend, entre autres, du niveau sanitaire, du poids et de l'homogénéité. Donc au niveau du niveau sanitaire, donc l'immunité, une bonne immunité pour le porcelet commence par une bonne prise colostrale, d'un bon colostrum. Donc pour ce faire, il faut du côté des truies avoir une bonne immunité, une bonne immunisation des truies, ainsi qu'une bonne production. Pour une bonne production, il faut des truies en bonne santé, sans stress ni douleur. Ensuite, du côté des porcelets, donc la prise
colostrale va dépendre du poids, de la vigueur des porcelets, du confort et de la bonne gestion des adoptions. Tout se joue dans les premières heures. La teneur en IgG, comme on peut voir sur le graphe de droite du colostrum, diminue d'un tiers dans les 3 heures qui suivent la mise bas. Attardons-nous sur l'immunité du porcelet. Les premières 24 heures, une truie produit du colostrum qui contient en outre beaucoup d'énergie, mais surtout de grandes quantités d'immunoglobuline G, IgG, connue sous le nom d'immunité passive. Après 24 heures, l'intestin du porcelet se ferme et n'est plus capable d'absorber ces immunoglobulines. La quantité d'IgG du porcelet, donc reçue par la truie, diminuera presque exponentiellement dans le temps. Lorsque le porcelet va grandir, il va commencer à produire des anticorps par lui-même, un processus qui est pleinement développé lorsque les porcelets ont environ 8 semaines. C'est l'immunité active. Au sevrage, donc vers 3 à 4 semaines d'âge, nous sommes dans le trou immunitaire, une période très critique pour le porcelet. En termes plus imagés, le porcelet arrive pratiquement tout nu, immunitairement parlant, en post-sevrage. C'est pourquoi une bonne maîtrise des paramètres zootechniques, dont je vais décrire les principaux par la suite, sera capitale afin que le porcelet ne tombe pas malade. La qualité des porcelets sevrés dépend également des infections bactériennes, virales, parasitaires rencontrées directement ou indirectement par leur mère. Comme vous l'avez compris, il faut veiller à une bonne gestion des truies en amont de la maternité. Donc pour ce faire, il faut des truies en bonne santé. Donc des pathogènes comme le SDRP, la rhinite, l'actinobacillus pleuropneumoniae, le circovirus doivent être maîtrisés sur le troupeau reproducteur. Il faut également une bonne maîtrise des jeunes reproducteurs ainsi qu'une bonne démographie du troupeau. Il faut veiller aussi à un déparasitage et un lavage régulier des truies. Au sevrage, les antécédents sanitaires des porcelets en maternité doivent être limités, comme la diarrhée, les arthrites, des médicaux, la toux, grâce par exemple à une désinfection des plaies, une bonne gestion des injections et des soins du porcelet et une bonne hygiène du bâtiment. Une administration systématique et rigoureuse de fer doit être réalisée à tous les porcelets dans les premiers jours de vie. Éviter le stress et les bagarres. Le stress réduit davantage les défenses immunitaires. Les bagarres, elles provoquent des lésions qui peuvent s'infecter comme l'épidermite. Un statut homogène est possible grâce à une conduite en bande stricte, en maternité et en post-sevrage, un âge identique et un allottement parent porté au sevrage également. Un autre levier influençant le poids et l'homogénéité, c'est la consommation d'aliments sous la mère. Elle permet d'une part une préparation au sevrage par un apprentissage de la consommation, afin de réduire la durée d'ajeûnement au sevrage et le développement des capacités digestives, afin de limiter le risque de diarrhée au sevrage. Un autre point, c'est que cette consommation d'aliments sous la mère permet un soutien de la production laitière, donc on aurait moins de décrochés, moins d'adoption, moins de sevrage précoce. L pour logement. Le logement et notamment la densité des porcelets dans les cases sont deux éléments de nature à jouer sur le comportement et l'état de santé. Respecter la surface minimale par animal est primordial. Ce sont des valeurs réglementaires. Par exemple, pour des porcs entre 10 à 20 kg, il faut, comme surface minimale, 0,2 m² par porc. Un sol en caillebotis plastique, fil ou enrobé, assure un meilleur confort thermique, réduit les risques de blessures aux pattes et permet une meilleure évacuation des déjections que des caillebotis béton. Le préchauffage de la salle, 24 à 48 heures avant l'entrée des animaux, après un lavage et une désinfection bien sûr, permet de diviser par 10 le risque de pneumonie, selon l'ANSES. Plus de lumière, donc plus de lumière les 24-48 heures après sevrage, diminue les bagarres et permet une meilleure consommation. Certains conseillent même de laisser la lumière allumée en continu les 5 premiers jours après l'entrée en post-sevrage. Autre point, est-il encore nécessaire de rappeler que les porcs présentent une sensibilité importante aux variations des facteurs d'ambiance comme la température, l'humidité, la vitesse d'air.
Un problème d'ambiance se traduit généralement par la détérioration de ses performances zootechniques, à une dégradation de l'état sanitaire et à l'apparition de déviances comportementales. Alors, quelle est la différence entre sécher et préchauffer une salle? Lors du séchage, le chauffage permet de réduire le taux d'humidité de l'air de la salle et de sécher les parois et les sols. Un taux d'humidité supérieur à 75%, ainsi qu'un sol humide, incite les porcelets à déféquer à différents endroits, ce qui contribue à dégrader les conditions sanitaires de la case et favoriser des contaminations. Le préchauffage, lui, limite le stress thermique des animaux. Il assure rapidement aux porcelets des conditions de confort thermique après leur entrée dans une salle, c'est pourquoi il est essentiel. Attention que la température de l'air ne reflète pas nécessairement la température des parois et du sol. Donc, il convient donc de chauffer la salle 24 à 48 heures avant, comme nous l'avons vu précédemment, avant l'entrée des animaux, afin d'assurer une montée en température de l'air, mais également des équipements, des matériaux en contact avec les animaux. Les températures minimales à respecter sont en fonction du type de sol. 20 degrés sur paille, 28 degrés sur caillebotis intégral. Pour un préchauffage ou un chauffage correct de la salle, il faut prévoir une puissance appropriée. Par exemple, avec un radiant, c'est 40 watts par porcelet. Un autre point, c'est éviter les courants d'air froid, mais aussi limiter le taux d'humidité et la concentration en polluants de l'air par une bonne gestion du renouvellement de l'air. La vitesse de l'air recommandée au niveau des porcelets est de 0,1 mètre par seconde. Une sous-ventilation favorise les pathologies respiratoires comme la rhinite ou l'actinobacillose. L'humidité, elle, favorise l'apparition d'épidermite exudative ou l'expression de streptocoques. Retenez pour finir qu'aucun vaccin ni antibiotique ne remplacera le manque de chauffage. L'hygiène, l'application d'un protocole complet de nettoyage-désinfection permet une rupture du microbisme entre deux bandes et diminue la pression d'infection. Il prévient donc l'expression des pathologies et favorise la maîtrise de la santé en élevage. Un protocole de nettoyage-désinfection se déroule en 8 étapes. La première, donc étape numéro 1, la préparation de la salle. Donc on sort le petit matériel. Étape numéro 2, la vidange et le lavage des préfosses. Étape numéro 3, le trempage, ce qui réhydrate les salissures et facilite le nettoyage. Étape numéro 4, le lavage, où la matière organique est éliminée. Étape numéro 5, la détergence, qui va améliorer le lavage en attaquant le biofilm. Pour mémoire, il faut nettoyer avec tact. Donc T pour A pour action mécanique, C pour concentration à détergent et T pour temps durée. Étape numéro 6, le rinçage, donc qui va éliminer les petites particules de matière organique restantes. Étape numéro 7, la désinfection qui détruit les germes persistants. Veuillez utiliser un désinfectant triple homologation, bactéricide, virucide et fongicide. Pour rappel, on ne désinfecte que ce qui est propre. Et la dernière étape, l'étape numéro 8, le vide sanitaire et le séchage. On peut mesurer l'efficacité d'un protocole de nettoyage d'infection grâce à des hygiénogrammes. A pour abreuvement et alimentation. Premièrement, l'eau d'abreuvement doit être de qualité. Donc on contrôle les paramètres physico-chimiques, donc en début de ligne, sur de l'eau brute, une fois tous les 2 ans. On vérifie notamment la présence d'éléments interférents comme le fer, le manganèse, le calcium. Deuxième point, c'est contrôler les paramètres bactériologiques. Donc on fait ça en bout de ligne, sur une eau traitée. On fait ça minimum une fois par an, idéalement c'est 2 fois. Et on le fait même si c'est de l'eau du réseau public. On recherche des germes indicateurs de contamination fécale, donc des coliformes fécaux, des entérocoques, des streptocoques fécaux, des bactéries sulfito-réductrices, des coliformes totaux. Pour ces paramètres, l'objectif est 0 colonie par 100 ml. Sinon, la potabilisation de l'eau est nécessaire. Quand on potabilise une eau, par exemple si on utilise de la chloration, l'évaluation régulière du biocide peut être contrôlée en bout de ligne, et c'est un bon point de contrôle. Des petites trousses pour le chlore, par exemple. Réaliser un nettoyage et une désinfection des canalisations à chaque vide sanitaire permet d'éliminer le biofilm dans les circuits d'eau. Il ne faut pas hésiter à vérifier l'état des biofilms en, par exemple, démontant une partie du circuit et regarder à travers les canalisations, voir le dépôt qu'il peut y avoir.
Ne pas oublier les descentes d'eau vers les abreuvoirs lors du décapage des canalisations. Une purge du circuit d'eau nécessaire avant l'entrée des animaux. Elle permet d'éliminer toute l'eau stagnante potentiellement contaminée au contact du biofilm. Prévoir une vanne de purge sur le circuit d'eau de chaque salle de post-sevrage en bout de ligne permet une vidange accélérée de la canalisation principale, tandis que les abreuvoirs sont purgés via les descentes. Le contrôle de la propreté des abreuvoirs en les nettoyant avant chaque entrée des animaux dans une salle, nécessaire et à faire quotidiennement en cours de l'eau. Ce qu'on veut, c'est d'avoir de l'eau fraîche et appétante. L'acidification de l'eau contribue à une sécurisation de la digestion pendant des phases critiques comme le post-sevrage ou les transitions alimentaires. Deuxième point, donc on a vu la qualité, maintenant la quantité d'eau. Il faut prévoir un bol pour 15 porcelets, une sucette par 10 porcelets. Le débit doit être réglé entre 0,5 à 1 litre par minute. Une pompe doseuse pour l'administration de médicaments buvables est nécessaire. Elle permet une rapidité de la mise en place d'un traitement et d'en ajuster la durée par rapport à un aliment médicamenteux. Également, des porcelets malades vont plus facilement boire que manger. A pour alimentation. Donc, avant le sevrage, le porcelet consomme principalement du lait à intervalles réguliers. Sa flore bactérienne, intestinale est stable. Au sevrage, les changements qui interviennent alors affectent l'équilibre du tube digestif en modifiant profondément sa structure et son métabolisme pendant une période qui peut durer de 7 à 10 jours avant de se stabiliser. Le stress du sevrage s'accompagne d'une période transitoire de baisse d'appétit, enfin une période d'anorexie, où l'ingéré énergétique est alors insuffisant pour pouvoir couvrir les besoins d'entretien. Les illustrations ici mettent en évidence donc les 3 photos du dessus, les modifications de l'intestin du porc avant et après sevrage. La figure centrale, la figure 9-2, montre une coupe transversale de l'intestin du porcelet sevré. Donc, il est constitué de milliers de petits doigts, appelés villosités, qui augmentent la capacité d'absorption. Après le sevrage, donc le stress, le changement alimentaire, l'anorexie temporaire endommagent ces villosités qui vont se rétrécir. Cette atrophie réduit la capacité d'absorption, entraîne une mauvaise digestion des aliments. Les villosités se régénèrent normalement dans les 5 à 7 jours après le sevrage. Le taux de multiplication et de régénération est en partie un phénomène qui est dépendant de la température ambiante et de l'énergie. Donc si un porc est sevré dans un environnement inférieur à sa température critique inférieure, le taux de régénération des villosités est réduit et dans certains cas va cesser. Donc c'est pourquoi tant l'alimentation au moment du sevrage que le confort thermique des porcelets doit être maîtrisé pour limiter les risques de diarrhée. La quantité d'aliments. Donc pour favoriser une prise alimentaire, donc essayer de gommer l'anorexie des premiers jours en post-sevrage. Donc pour favoriser une prise alimentaire rapide et régulière des porcelets, on peut ajouter des augettes dans les cases pour limiter la concurrence à l'auge, distribuer de la bouillie sur les premiers jours qui suivent le sevrage et notamment aux animaux les plus chétifs. Et plus les animaux sont sevrés tôt, plus il est important de suivre ces recommandations. La longueur du nourrisseur par porcelet, on compte 4 à 6 cm ou 23 cm à l'auge. Et bien sûr, comme sur la photo précédente, donc on voit qu'il y a une période, dans le graphe en bas à droite, une période d'anorexie, puis la consommation remonte très rapidement. Donc il faut pas aller dans l'excès non plus, et le réglage correct du débit en bas du nourrisseur doit être suffisamment serré pour éviter un gaspillage, l'aliment coûte cher, ainsi que des problèmes digestifs liés à une prise alimentaire trop facile et donc trop importante. Ou si on ne peut pas régler les nourrisseurs, d'avoir un plan d'alimentation adapté. La qualité de l'aliment. Donc il faut un aliment adapté à chaque stade physiologique. La présentation de l'aliment est la plus fréquemment rencontrée en granulés, mais le passage en miettes ou en farine peut être envisagé lors de problèmes digestifs. La composition est
primordial, donc il faut des protéines facilement digestibles, de sources variées, des glucides, des acides aminés essentiels, des vitamines, et du sélénium par exemple, des acides gras essentiels, et l'ajout d'acides organiques de pré ou de probiotiques ont une action bénéfique et préventive sur la flore digestive. Vérifier quotidiennement la propriété des nourrisseurs et éliminer les souillures potentielles permet de garder un aliment appétant. Pour la durée du stockage, certains recommandent de ne pas dépasser un mois. Ne pas oublier, une fois par an, de nettoyer le silo. La régie, la conduite d'élevage. Donc, je n'aborderai que très brièvement ces points, car ce sujet vous est présenté par Martine. Les points qui paraissent les plus importants, si j'en citais 4 ici, c'est la conduite, respecter la conduite en bande, le tout plein tout vide, éviter les mélanges de bandes et respecter la densité. La biosécurité est capitale, aussi bien externe qu'interne, et au niveau interne, je dois prendre trois points importants. Je prendrai le lavage des mains, le respect de la marche en avant des animaux et des hommes, et la sectorisation tant de la main-d'œuvre que du matériel. M pour microbisme, maladie, médicaments. Alors, je vais commencer premièrement par vous présenter les troubles cliniques et les pathogènes associés les plus fréquemment rencontrés chez les porcelets en post-sevrage. Donc, au niveau des diarrhées, l'agent le plus fréquemment rencontré, c'est Escherichia coli. Ensuite, on peut avoir des virus comme le rotavirus, les coronavirus, le PCV2, voire le SDRP, et d'autres bactéries comme Clostridium perfringens de type A, les salmonelles, Brachyspira ou l'Osionia intracellularis. Au niveau des troubles nerveux, les plus fréquemment rencontrés, c'est la maladie de l'œdème et les troubles associés au streptocoque, également à la maladie de Glasser. Au niveau des morts subites et des septicémies, donc les streptocoques sont rencontrés, la maladie de Glasser, la maladie de l'œdème. Au niveau de la toux, mycoplasma, d'autres bactéries comme l'actino, les pastorelles, streptocoque, et des virus, influenza, PCV2, SDRP bien sûr, et dans les phénomènes d'amaigrissement et de mortalité, deux principaux virus, le virus du SDRP et le PCV2. Donc les plus fréquemment, rencontrés sont soulignés, et nous allons nous y pencher dans les dias suivantes. Donc au niveau des Escherichia coli, donc je dirais qu'il y en a deux types, pour deux entités pathologiques. En tout cas, celui qui provoque les diarrhées colibacillaires au sevrage, le coli F4+, F18AC ou ETEC, ou celui qui provoque, ceux qui provoquent la maladie de l'œdème, donc le Escherichia coli F18AB, le VTEC, donc des colis producteurs de chigatoxine. Ce sont ces toxines qui provoquent cet œdème et ces morts subites avec des signes nerveux. Donc les traitements antibiotiques, ils sont généralement plus efficaces pour la diarrhée que pour la maladie de l'œdème. Pour les molécules à utiliser, il n'y a pas de premier choix prévu dans les recommandations de l'AMCRA, vu que les mesures préventives qui évitent la nécessité de traiter avec des médicaments antibactériens sont préférées. En deuxième choix, on a la pramycine, colistine, gentamicine, paromomycine, péninéo ou streptomycine. Et en troisième choix, les TMP-sulfa, l'incospectinol, l'OTC, et en rouge, les fluoroquinolones. Donc la flumicine, l'enrofloxacine, la marbofloxacine ou la danofloxacine. À éviter. Pour ces deux entités pathologiques, une prévention vaccinale est possible. Pour les diarrhées colibacillaires au sevrage, on a un vaccin inactivé pour lutter contre le colis F4, F18, qui s'administre par voie orale. À partir du 18e jour d'âge, et l'immunité est installée à partir du 7e jour après vaccination. Pour la maladie de l'œdème, il y a également un vaccin contenant des chigatoxines, la chigatoxine STX2E, qui s'administre par voie intramusculaire à partir de 4 jours d'âge, donc c'est très précoce, et l'immunité est installée à partir de 21 jours après la vaccination. Le streptocoque. Le streptocoque, donc lui, peut être un agent, donc c'est une bactérie, un agent primaire ou secondaire. Quand il est secondaire, c'est souvent associé au virus SDRP, au PCV2, au virus de la grippe. Les symptômes sont variables en fonction de la virulence et de l'organe cible affecté.
on rencontre fréquemment chez les porcelets de 3 à 12 semaines d'âge. Ce qu'on peut observer comme symptômes, c'est une méningite, une septicémie, une pneumonie, une mortalité brutale, voire de l'arthrite, et à l'autopsie, une endocardite. Il y a souvent une bonne réaction au traitement. Pour les streptocoques, il n'y a pas de vaccin commercial, mais un autovaccin est possible. Je vous ai mis à droite les antibiotiques recommandés par l'ANCRA pour les streptocoques suisses. Ici, j'aimerais bien faire une distinction entre un agent initiateur et un agent suiveur. Alors, un agent initiateur, c'est un agent qui est capable à lui seul de provoquer des lésions chez des animaux sains dans des conditions normales, tandis qu'un agent suiveur a besoin d'une altération de l'organe cible ou une altération systémique. Donc ici, dans l'exemple pour les pathologies respiratoires, dans les agents initiateurs, on a 3 virus, le virus du SDRP, du PCV2 et le virus de la grippe. On a Mycoplasma idiopneumoniae et Actinobacillus pleuropneumoniae. Dans les agents suiveurs, on a également 2 virus, on retrouve le SDRP et le PCV2, on retrouve l'Actinobacillus pleuropneumoniae et d'autres germes comme Haemophilus, qui a changé de nom, maintenant on l'appelle Glasserella parasuis, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Treperella ou Bordetella bronchiseptica. Ce que je veux dire par là, c'est que traiter une bactérie suiveuse ne sera pas suffisant pour moi, voire insuffisant sur, je dirais, du moyen et du long terme, si l'agent initiateur, comme un virus, n'est pas maîtrisé. Le diagnostic. Le diagnostic passe par le laboratoire. La confirmation du diagnostic passe par le laboratoire. Donc on envoie ou on dépose des porcelets au laboratoire, un échantillonnage représentatif est comment nécessaire, donc entre 2 à 3 porcelets. On choisit les plus représentatifs de la pathologie observée, non traités avec des antibiotiques dans la mesure du possible, et choisis par le vétérinaire. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Choisis par le vétérinaire, parce que parfois l'éleveur a tendance à choisir des porcelets qu'il pense ne pas sauver et qui ne sont pas forcément les plus représentatifs. On envoie ou on dépose rapidement au laboratoire. Il faut savoir que pour avoir sur une coupe d'histologie, une bonne coupe d'histologie, il faudrait que le prélèvement soit fait dans les 6 heures après la mort. Bien compléter la demande d'analyse donc, par le vétérinaire, donc l'anamnèse, donc l'âge, les symptômes observés, le taux de mortalité, les traitements mis en place, les traitements reçus, le statut vaccinal, je dirais tant des porcelets que des mères, et les pathologies observées sur d'autres classes d'âge. Le choix des analyses souhaitées est demander de conserver des organes pour des analyses ultérieures. C'est-à-dire que dans les analyses, on peut travailler en cascade pour les analyses complémentaires et y aller par étapes en fonction des résultats obtenus sur les précédentes étapes et en fonction de la suspicion qu'on a ou du pathogène qu'on suspectait. Ça permet également de limiter les coûts des analyses si d'emblée on a la réponse et la confirmation du diagnostic. Accumuler les analyses n'apportera peut-être pas d'informations supplémentaires. Alors, les différentes techniques. Donc, les différentes techniques pour mettre en évidence les principaux agents infectieux fréquemment recherchés sur les organes. Donc, on a des techniques pour les bactéries, ce sont principalement des techniques de culture. Donc, on a la culture aérobie qui permet de mettre en évidence Escherichia coli, Streptocoque, Pasteurella, Treperella, la culture salmo pour la mise en évidence salmonella pour mettre en évidence des salmonelles, et la culture, on appelle Haemophilus, qui permet de mettre en évidence Actinobacillus pleuropneumoniae, qui n'est pas toujours facile à cultiver. Et un germe qui est encore beaucoup plus délicat à cultiver, c'est Haemophilus ou Glasserella parasuis. Certaines cultures spéciales sont nécessaires, comme pour la mise en évidence de Brachyspira. L'autre technique, c'est la technique de PCR. Les cultures permettront, je viens de le dire, de mettre pour l'ensemble, enfin la majorité des germes isolés, de réaliser un antibiogramme. La PCR permettra de détecter des germes, bactériens par exemple, mais ne permettra pas de réaliser un antibiogramme. Donc par PCR, on peut mettre en évidence Brachyspira, Lawsonia, Glasserella parasuis, qui est difficile enfin délicat, je dirais, à cultiver,
et les mycoplasmes, Mycoplasma iopneumoniae, iorinis, iosinoviae. Mais surtout, il faut également mettre en évidence des virus. Donc le virus du SDRP, du PCV2, le virus de la grippe, voire des coronavirus. On peut aussi faire de la parasitologie si on a une suspicion pour contrôler la charge en parasite et réaliser une histologie, ou demander de conserver des organes dans du formol pour éventuellement faire une histologie. Pour de germes respiratoires, l'actinobacillus pneumoniae et le streptocoque, qui n'est pas que respiratoire, qui est plutôt un agent systémique, je dirais. Un typage est intéressant pour voir quel type de strepto, d'actino est présent dans l'élevage, en vue notamment, par exemple, d'une vaccination. Pour Escherichia coli, pour les facteurs de virulence, ils sont mis en évidence par une PCR, un pathotypage, pour, en cas de suspicion de maladie, être sûr que la toxine est bien présente dans le vaccin si on veut vacciner. Alors, pour certains pathogènes, un statut d'élevage peut être défini par des analyses régulières. Donc on passe de l'individu à l'élevage. Donc c'est très intéressant tant au niveau du maintien, par exemple pour un élevage, pour un statut indemne, que pour l'évolution d'un élevage contaminé qui met des mesures en place et qui souhaite s'assainir. Donc, un des plans de lutte disponibles, le principal, c'est le SDRP. Vous avez vu dans médias précédentes que le SDRP est impliqué dans différentes pathologies cliniques. Ce plan de lutte permet d'avoir différents outils, plusieurs monitorings sont disponibles. Le Fonds de santé participe à ce plan de lutte. Dans les différents monitorings, on peut par exemple avoir un sondage sérologique initial quand on ne sait pas si l'élevage est en contact avec, les animaux de l'élevage sont en contact avec, ont été en contact avec le SDRP. Si ce premier sondage est négatif, on peut s'orienter vers un élevage potentiellement indemne et il y a comme outil le monitoring d'élevage. Ou si l'élevage est contaminé, vis-à-vis du SDRP, on parlait ici du post-sevrage, utiliser le monitoring des porcelets. Donc le monitoring des porcelets, c'est des prises de sang à 4 semaines et 12 semaines d'âge, où on va rechercher l'absence ou la présence de virus par PCR, donc c'est fait par pool de 5. Si le virus est mis en évidence, un séquençage du virus est prévu comme outil également, et si les PCR sont négatives, sur les 12 semaines d'âge, on propose un ELISA, des analyses sérologiques, voir si ces animaux ont été ou non en contact avec le SDRP. Dernier point, donc on a vu les maladies, le diagnostic, les mesures préventives et curatives. Donc ici maintenant les mesures préventives et curatives. Donc tout ce qui est antibiotique, je vous recommande d'aller et respecter le vadémicum pour un usage responsable des antibiotiques bactériens chez le porc, le vadémicum de l'AMCRA. Pour les mesures préventives, donc on en a vu plusieurs, le confort est important, l'hygiène, la biosécurité. La vaccination est un outil capital. L'utilisation de produits alternatifs également peut être un complément comme la phytothérapie, l'homéopathie ou des flores de barrière. Le dernier point dans notre approche alarme, c'est le E. E pour éleveur. Donc le nombre d'UTH peut être impactant. Des éleveurs interventionnistes ou à tempérament stressé ont peut-être tendance à traiter plus que d'autres éleveurs pour la même pathologie rencontrée, donc ça peut avoir un impact sur la consommation d'antibiotiques. Il faut rappeler que l'éleveur ou toute personne dans l'élevage peut être un vecteur indirect. Et deux points capitaux, la motivation et le couple vétérinaire et éleveur. La petite synthèse pour terminer, donc l'approche alarme, quelques points à retenir. Donc d'abord les trois questions à se poser pour savoir par où commencer dans mon élevage. Donc 1, faire un état des lieux pour les mesures et le diagnostic. 2, quel est mon objectif et y aller par étapes. 3, comment faire pour atteindre mon objectif.
Ensuite, les points de levier de l'approche alarme, si je dois en choisir quelques-uns, je choisirais donc pour le A de animal des porcelets sevrés de qualité. Observer ces porcelets nous en dit beaucoup sur leur état de santé, leur confort, leur bien-être. L pour logement. Le confort thermique est capital. Il faut un confort thermique adéquat. Et rappelons qu'aucun vaccin ni antibiotique ne remplacera le manque de chauffage. Respecter la densité et avoir un protocole de nettoyage des infections rigoureux. Pour l'abreuvement à l'alimentation, donc il faut de l'eau de qualité, aussi bien physico-chimique que bactériologique, et il faut penser à purger. Au niveau de l'aliment, donc d'avoir des aliments, un aliment de qualité, adapté et privilégier la prise alimentaire les premiers jours après sevrage. La régie, la conduite d'élevage, je ne m'étais pas attardé, mais il faut évaluer et renforcer la biosécurité tant interne qu'externe, respecter la marche en avant, le tout plein tout vide, la conduite en bande. C'est des éléments pour moi très importants. Maladies, microbismes et médicaments. Méfiez-vous donc d'une étiologie virale sous-jacente comme le SRP, le PCV2. Le diagnostic ou la confirmation du diagnostic passe par le laboratoire. Et de nombreux pathogènes peuvent être maîtrisés par des vaccins. Et le dernier, pour éleveurs, donc la motivation et le couple vétérinaire-éleveur sont capitales dans une démarche de démédication. Je vous remercie de votre attention.